Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Laurent Sabat, je suis cardiologue, praticien hospitalier à Paris, à l'hôpital Necker et à l'hôpital Georges Pompidou. Je vais être avec vous pour des confs de cardiologie afin de vous aider à préparer les épreuves nationales classantes 2016. Donc on va être ensemble pour des cas cliniques progressifs, des questions type QCM, CROC et des tests de concordance des scripts. Alors on retient d'ailleurs le diagnostic des maladies de Barlow. Alors avant la rupture de cordage, quelles sont les anomalies auscultatoires que l'on peut avoir dans la maladie de Barlow? La maladie de Barlow, si on revient sur la physiologie, il s'agit d'une dystrophie bivalvulaire mitrale en général. Les valves mitrales vont être épaissies, vont être myxoïdes, infiltrées. Et donc, lorsqu'elles vont se fermer, elles vont avoir tendance à tirer sur les cordages, à se prolaber dans l'oreillette gauche, en mésotélésystole. Et lorsqu'elles se prolabent complètement dans l'oreillette gauche, on risque d'avoir une fuite mitrale centrale fonctionnelle. Donc il va y avoir évidemment un souffle d'insuffisance mitrale, mais ce souffle ne va pas être holosystolique, il ne va pas avoir lieu pendant toute la systole, il va avoir lieu seulement à partir du moment où la valve va se fermer, se prolaber et se réouvrir dans l'oreillette gauche, donc ça va être un souffle mésotélésystolique. Avant l'apparition de ce souffle mésotélésystolique, la mise en tension des cordages va provoquer un claquement qu'on peut entendre à l'auscultation. Alors, il va falloir donc retenir la réponse E. Les autres réponses peuvent être éliminées. Le jet de vapeur udrapeux au deuxième espace intercostal droit, c'est le souffle de rétrécissement aortique. Le souffle douillemé aspiratif le long du bord gauche du sternum, c'est l'insuffisance aortique, avec le souffle diastolique évidemment. Le souffle en jet de vapeur holosystolique, c'est les autres causes d'insuffisance mitrale, par exemple ischémique, rupture de pilier ou autre. Donc on n'a pas de caractère mésotélésystolique du souffle. Le souffle sous-xiphoïdien correspond à l'insuffisance tricuspidienne, surtout avec le signe de Carvalho qui est la majoration à l'inspiration profonde de ce souffle. Et enfin, le roulement diastolique avec triade de Durosier est un signe d'auscultation de rétrécissement mitral. On retient donc ici la réponse E. Alors, quels sont les critères de prise en charge chirurgicale en cas d'insuffisance mitrale chronique? Là, il y a deux types de réponses. La première réponse va correspondre aux patients symptomatiques. Deuxième type de réponse, c'est les patients asymptomatiques. Alors ce qui est évident, c'est que si l'insuffisance mitrale est symptomatique, c'est qu'elle est par définition importante. Donc une insuffisance mitrale importante, au moins stade 3 sur 4, plus symptomatique, va être chirurgicale d'emblée. Les insuffisances mitrales asymptomatiques vont être chirurgicales dans deux cas. Premier cas, si elle se complique d'une dilatation sévère du ventricule gauche avec un trouble de la fonction systolique. On retient actuellement un diamètre télésystolique du VG supérieur à 45-50 mm et une fraction d'éjection inférieure à 45-50%, ou s'il y a l'apparition de troubles du rythme cardiaque associés. Donc ici, vous avez la réponse A, fuite importante en écho, sans symptômes et sans dilatation du VG, donc on ne retient pas cette réponse. Une fuite importante symptomatique, réponse à retenir, c'est d'ailleurs la première cause d'intervention. Une fuite importante en écho sans symptômes, mais avec une fraction d'éjection normale, n'est pas à retenir. Une fuite importante à l'écho sans symptômes, mais avec une fraction d'éjection basse et un diamètre du VG augmenté à plus de 45 mm en systole est à retenir. Enfin, les autres causes, fuite importante avec végétation, ça pourrait se discuter si et seulement si la végétation était à plus de 1 ou 1,5 cm a priori. Une fuite modérée asymptomatique avec haute valvulopathie associée non serrée, ce sera encore une fois une surveillance simple et éventuellement un double traitement prothétique à distance. Et enfin, une fuite modérée avec oreillette gauche dilatée n'est pas une indication à la chirurgie, sauf s'il y a des troubles du rythme cardiaque secondaire et que la fuite a tendance à s'aggraver. Donc ici, il fallait répondre la fuite symptomatique importante ou la fuite asymptomatique avec dysfonction VG, fraction d'éjection à moins de 60% et diamètre télésystolique du VG à plus de 45 mm. Question suivante, on confirme ou pas la suspicion d'insuffisance mitrale par rupture de Barlow par l'échographie cardiaque qui est la suivante. Donc là, vous avez une échographie cardiaque transthoracique, une coupe apicale des 4 cavités, en haut les 2 ventricules, en bas les 2 oreillettes. Sur la droite, vous avez la valve mitrale, sur la gauche, la valve tricuspide. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'à la fin de la systole, lorsque la valve mitrale est fermée, il y a un prolapsus complet d'une partie de l'appareil sous-valvulaire mitral dans l'oreillette gauche, qui correspond très probablement à un cordage. Sur cette autre coupe, qui est une coupe 3 cavités, ventricule gauche en bas, en haut, oreillette gauche en bas et valve aortique à côté, on voit bien que lorsque la valve mitrale est fermée, il y a un prolapsus complet de la petite valve, ce qui va provoquer très probablement une énorme fuite mésotélésystolique dans l'oreillette gauche. Donc cette échographie cardiaque confirme la rupture de cordage du ventricule de la valve mitrale,
prédominant sur la petite valve mitrale, bien visible sur cette coupe-là. Donc oui, le diagnostic va être confirmé par cette échographie cardiaque transthoracique. Question suivante, quelles sont, en dehors de la rupture de cordage, les autres complications possibles en cas de maladie de Barlow? Alors, rupture de pilier mitral, quasiment impossible. La rupture de pilier est une anomalie, on va dire, ischémique. Les piliers sont vascularisés par la coronaire droite. Une rupture de pilier n'est quasiment possible qu'en cas d'infarctus inférieur important, non revascularisé, avec donc nécrose ischémique du pilier et rupture de ce pilier. L'endocardite mitrale est possible à partir du moment où on a une dystrophie de la valve mitrale. C'est une cardiopathie, certes à risque moyen ou faible, mais c'est une cardiopathie à risque. Donc on retient l'endocardite mitrale. Les troubles du rythme cardiaque sont toujours possibles en cas de maladie de Barlow, qu'ils soient à l'étage auriculaire, extrasystole, fibrillation, flotteur, ou à l'étage ventriculaire, extrasystole, fibrillation, tachycardie ventriculaire. Les troubles du rythme auriculaire peuvent s'expliquer par le prolapsus valvulaire mitral, peuvent s'expliquer par la dilatation de l'oreillette gauche en cas de fuite importante. Les troubles du rythme ventriculaire s'expliquent moins bien, mais sont fréquents. D'ailleurs, c'est une des causes, on va dire, classiques de mort subite chez les sujets jeunes. AVC ischémique, ischémie aiguë du membre sont deux complications emboliques possibles dans la mesure où, si la fuite mitrale est importante, elle va provoquer une dilatation de l'oreillette gauche qui peut elle-même donner des troubles du rythme cardiaque, une stagnation intra-auriculaire de sang, un thrombus et des embolies artérielles périphériques. L'insuffisance cardiaque gauche ne sera possible qu'en cas de majoration de l'insuffisance mitrale, de dilatation du ventricule gauche et donc d'insuffisance cardiaque secondaire. Donc là, c'est possible, mais dans les formes assez tardives. Enfin, le trouble de la conduction BAV complet, a priori sans rapport, plutôt une complication classique des maladies valvulaires aortiques dégénératives calcifiantes. Donc ici, on retient toutes les réponses, sauf la rupture de pilier plutôt dans l'infarctus inférieur et le BAV complet plutôt dans le rétrécissement aortique calcifié serré.